Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'Once Dito. Bien évidemment, on se retrouve à nouveau ensemble pour deux thématiques. Nous allons parler des émotions, elles peuvent parfois nous étouffer. On n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi elles nous surpassent et nous dépassent. Eh bien, nos spécialistes nous expliqueront tout cela dans un instant. Ensuite, on va parler d'un sujet quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus grave, la transplantation rénale au Maroc. Quelle nouveauté pour 2017? Restez avec nous pour les détails. À tout de suite. J'ai peur, j'ai triste, je suis timide, j'ai honte, je ne me sens pas bien. Eh bien, tout ça, est-ce que ce sont des émotions, des états d'âme? Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi ça nous étouffe parfois? Eh bien, je vais poser la question justement à nos spécialistes. Avec nous en studio, Nadia El Bousselrini, bonjour. Bonjour. Vous êtes sophrologue. Oui. C'est un plaisir de vous avoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et Younes Lhiaoui, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour Yasmine et merci. Vous êtes directeur de Nafs Magazine et consultant en développement personnel. Alors, la première question pour vous, Younes, justement, quand on parle d'émotion, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une question de tempérament, d'éducation, d'hormones? C'est quoi au juste une émotion? C'est plein de choses à la fois. On va essayer de schématiser. Moi, je propose, pour comprendre l'émotion, c'est de revenir à l'étymologie du mot. Émotion vient de motion, qui est le mouvement. Et c'est très intéressant d'aborder l'émotion comme étant un terme qui vient d'un mouvement. Et un mouvement, c'est une réaction. Une émotion, c'est quoi? C'est une réaction. Une réaction à une situation, à une interprétation d'une réalité, et je réagis à ça. Ce n'est ni la source, ni la conséquence. C'est vraiment un état intermédiaire. C'est une énergie. Et si vous l'avez remarqué, l'émotion, c'est un pic. Ça monte et puis ça redescend. C'est vraiment comme toutes les énergies d'ailleurs, ça monte, que ce soit la colère, la peur, la tristesse. Il y a un moment où on a l'impression que voilà, notre monde, c'est cette colère ou c'est cette tristesse, mais on sait que quelques heures, quelques minutes, quelques jours plus tard, eh bien, cette tension va redescendre. Émotion, c'est une réaction. Alors, émotion, c'est une réaction. On va voir dans un petit moment qu'est-ce que ça vient nous révéler. Mais avant, justement, lorsqu'on vous sollicite, par exemple, Nadia Bousselrini, lorsqu'on vous sollicite pour un problème d'émotion, en général, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est dans quel domaine de vie que ça vient handicaper le plus? Oh, sur un plan personnel et puis sur un plan professionnel aussi bien. Quand on est submergé par ces émotions, c'est vraiment dans tous les domaines. D'accord, mais justement, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'on vous dit, est-ce qu'on est conscient que ces émotions empêchent la personne d'évoluer, d'avancer? Est-ce qu'on est conscient que ces émotions peuvent être un frein? Ou on ne comprend pas, en fait, on est en colère souvent, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une dépression? Est-ce qu'on n'est pas normal? Est-ce que les gens sont conscients un petit peu des effets des émotions? Ils sont peut-être pas conscients des effets, mais ils sont conscients quand même qu'ils ont un problème à gérer leurs émotions. Et c'est là où intervient justement la sophrologie. D'accord, entre autres, justement. Oui. Un problème à gérer ses émotions. Quelles sont les émotions, on va dire, qui posent le plus problème? Alors l'angoisse. C'est une émotion? On peut qualifier ça d'émotion. Il y a la colère, il y a la peur. Voilà, pourquoi je vous disais tout à l'heure, est-ce que les gens ne se disent pas, est-ce que je suis déprimée? Pour l'angoisse, par exemple, la peur, en tant que non spécialiste, on pourrait se dire, oui, bah, peut-être que je déprime, je ne me sens pas bien. Alors que pour vous, c'est une question d'émotion. Oui, pour moi, c'est une question d'émotion. Alors, en général, quand la personne... je remarque beaucoup le langage corporel. OK. Donc, vous avez, par exemple, des gens qui vont Donc, je dois faire très attention aujourd'hui. Et puis, la façon dont les choses sont dites. D'accord. Vous avez des gens, par exemple, qui vont venir et qui vont vous dire je suis déprimée... Et ils ont un langage corporel et même des mots qui montrent que pas du tout, ils sont pas du tout déprimés. Ils sont dans une autre émotion, mais ils savent pas forcément mettre mot dessus. D'accord. Donc moi, mon job, mon travail, c'est justement de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est, mettre un mot sur l'émotion. Les envahit le plus. D'accord. Et puis à partir de là, de toute façon, on n'est pas obligé parce que la gestion des émotions, elle se fait de la même façon pour toutes les émotions intenses. Mais c'est bien aussi de savoir quelle émotion nous sommes en train de ressentir. Oui. C'est aussi bien, enfin, ça permet de mieux gérer d'ailleurs. Alors justement, on va essayer de comprendre qu'est-ce que nos émotions viennent
nous révéler? Vous l'avez dit, Younes, c'est un état transitoire, l'émotion, qui est déclenchée par un élément. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vient de dire de nous? Alors, c'est l'élément déclencheur, en réalité, qui dit beaucoup de choses de nous. D'accord. J'ai très envie qu'on schématise, au fait, le processus de naissance d'une émotion. Et c'est ça qui va être très, très éloquent. L'émotion n'est pas la source. Dans notre société, on essaye de... Il y a un amalgame entre les gens et leurs émotions. On va traiter quelqu'un de lui, il est colérique. Oui. Elle est trop émotive. Lui, c'est un stressé. Elle, c'est une angoissée. Alors qu'on est en train de parler vraiment d'un état passager. L'émotion, c'est passager. Et on va amalgamer les gens à leurs émotions. En réalité, nos émotions traduisent... Pardon, je vous interromps, Oui. mais vous dites on est en train d'amalgamer les gens à leurs émotions, mais il y a des personnes justement qui vont répéter tout le temps les mêmes Absolument. émotions Et on va au point comprendre d'avoir pourquoi. l'étiquette. Absolument, on va comprendre pourquoi. L'émotion se répète parce que les pensées qui les génèrent se répètent. D'accord. Franchement, s'il y avait une seule chose peut-être à garder de l'émission d'aujourd'hui ou de mon intervention d'aujourd'hui, c'est que les émotions naissent de nos pensées. Ce sont nos pensées qui génèrent nos émotions. L'émotion n'est pas un point de départ. C'est un point transitoire ou peut-être un point d'arrivée. Le schéma est le suivant. Je me trouve dans une situation. La situation génère des pensées en moi et les pensées vont générer des émotions. Et les émotions, l'histoire ne s'arrête pas là, vont générer un comportement. On peut donner un exemple très simple. Je suis dans la savane africaine, il y a un lion qui se présente. Ça, c'est la situation. La première pensée qui va me traverser l'esprit, c'est que je suis mort, il va me dévorer. Ça, c'est une pensée. Elle va générer l'émotion de peur. Et cette peur va me sauver la vie. Ce qui est très intéressant dans l'émotion, c'est que l'émotion nous sort d'un certain nombre de situations parce qu'elles vont dicter le comportement. C'est grâce à ma peur que je vais courir et je vais peut-être sauver ma vie. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais aujourd'hui, si on parle des émotions, c'est parce qu'elles nous jouent des tours aussi, ces émotions. Et qu'on peut se retrouver avec une étiquette de personnes colériques, angoissées, stressées, peureuses. Parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas su adapter le comportement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est parfois bouffé par tout ça? Restez connecté à ce lien entre pensée et émotion. Ok. Les émotions se répètent, notre réaction se répète. On a cette étiquette-là parce que la pensée n'a pas changé. À chaque fois que mon épouse va me faire un commentaire, par exemple, je vais réagir de la même manière. Et je réagis de la même manière parce que mon interprétation est la même, d'accord? Si je prends chaque commentaire pour une agression personnelle, je vais toujours réagir avec agressivité, avec colère. Donc pour changer mon émotion, ma réaction, mon comportement, c'est d'abord ma pensée que je dois travailler. C'est plutôt ça le problématique. C'est la source. Je suis assez catégorique là-dessus. C'est que l'émotion n'est pas une source. La source, c'est ce qui se passe dans ma tête. C'est comment j'interprète une situation. Tu peux me faire un commentaire sur mon look, par exemple, et je peux le prendre comme un commentaire extrêmement constructif, et mon émotion va être plutôt joyeuse, parce que je suis content que tu me présentes un commentaire qui me permet d'évoluer. Autrement, l'autre option, c'est que je le prenne comme une critique personnelle, comme une attaque personnelle. Et donc, à ce moment-là, c'est une colère. D'accord? Et donc, regardez que la même situation, le même commentaire de ta part, Yasmine, va générer en moi deux émotions différentes et deux réactions différentes. Je vais poser une question très bête. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous, les spécialistes du développement personnel, qu'est-ce que vous en pensez, hein? On continue à avoir séminaire pour la gestion des émotions. Alors qu'à vous entendre, on pourrait croire que c'est séminaire pour la gestion des pensées et non pas des émotions. Félicitations, absolument. Absolument. On aurait pu conclure là-dessus. Mon approche n'est pas de gérer l'émotion. L'émotion est une colère ou une tristesse ou une peur qui doit s'exprimer. Est-ce qu'on arrête un volcan qui est en éruption? Il faut que ça sorte. Ouais. Une émotion doit être accueillie et exprimée. Ce qu'on gère, c'est la manière avec laquelle on va l'exprimer. D'accord, on va presque dire que c'est la conclusion, mais là on va voir tout le développement pour y arriver. Parce que c'est facile d'arriver à ce constat, mais maintenant il faut changer tous ces mécanismes qui font que je fonctionne de cette manière-là. Alors ça se décide quand et comment tout ça? Ça commence quand? La jeunesse, c'est quoi? C'est l'enfance, l'éducation? L'émotion? La réaction à l'émotion. Alors, ça démarre avec l'éducation. L'ancrage, en fait. C'est une forme d'ancrage qui se fait. Ce sont toutes ces pensées qu'on ancre dès notre enfance, effectivement, en réaction à des situations. Par exemple, en classe, dès que je m'exprime, mes camarades rigolent.
Donc la pensée que je vais créer en moi, d'accord, c'est qu'il vaut mieux que je ne m'exprime plus. Voici une pensée que je viens d'ancrer. Le comportement qui va s'en suivre, c'est une timidité. Je suis réservé, je m'isole, d'accord? Et l'émotion qui va être liée à ça, c'est une émotion de solitude, de tristesse, d'insociabilité, d'accord? Mais toujours, gardez ce schéma en tête. Situation, pensée, émotion, comportement. Alors moi, je vais rebondir là-dessus. L'émotion, quand elle naît, elle ne naît jamais intensément. Elle naît petit à petit. Et en fait, le corps envoie des signes qu'on apprend à détecter. Et c'est là où intervient justement la gestion des émotions. Il faut apprendre, c'est-à-dire que par exemple, quand j'ai une colère, dans mon cas personnel, chacun est différent. Dans mon cas personnel, j'ai les oreilles qui chauffent. D'accord. Donc, maintenant, je suis connectée avec mon corps. Donc, j'arrive à lire les premiers signes. Je sais que c'est une colère qui va se déclencher. Pendant que l'émotion est encore à son stade, elle est encore petite, j'ai le choix, puisque le cerveau émotionnel, quand l'émotion est intense, il prend le pouvoir, il éteint le cerveau rationnel. On ne réfléchit plus rationnellement. Quand on s'énerve. Quand l'émotion est intense, on devient impulsif, que ce soit la peur, la colère, l'angoisse, ça devient une panique. Et puis le cerveau rationnel s'éteint parce que c'est le cerveau émotionnel, c'est la spirale émotionnelle qui prend le dessus. Mais vous avez le temps de réfléchir à tout ça parce que peut-être vous êtes formé pour. Ce n'est pas une réflexion, c'est une façon de gérer ses émotions qui est très facile. Quand on dit qu'une personne est impulsive, c'est que ça va très vite. Mais il y a toujours un moment où il y a les premiers signes. Est-ce que je me laisse aller avec la colère? Est-ce que je me laisse emporter par le tourbillon ou je me calme? Alors, ce qu'il faudrait faire pour gérer les... Moi, je vais parler concrètement. Oui, voilà. Je vais parler concrètement pour que... ce qu'il faut faire quand l'émotion arrive... Par exemple, dispute de couple. On va reprendre le cas de Younes tout à l'heure. Ma femme ou mon époux, mon mari vient me faire une remarque. Et cette remarque, toujours, me met en colère, constamment. Ok. Donc, ce que je peux faire, c'est par exemple, quand je reçois cette remarque, il y a forcément, comme Younes dit, une pensée qui va en résulter. Ce que je peux faire, c'est m'asseoir, essayer de me connecter avec mes sensations physiques, essayer de localiser où cette émotion prend forme. Ça peut être un nœud dans le ventre, ça peut être un mal de crâne, ça peut être le cœur qui bat un peu plus fort. J'essaie de rentrer dans mes sensations physiques, en fait. Donc, quand je donne place à l'émotion, quand je lui donne sa place et que je la laisse s'exprimer, l'émotion est là pour ça, en fait. C'est parce que, comme a dit Younes, c'est un mouvement qui va en résulter. Donc, elle est là. Quand on l'écoute, elle va s'estomper. Elle aura fait son travail. Mais elle s'estompe parce que justement, on ne réagit pas. Si on prend le temps de l'écouter, justement, alors on va y aller petit à petit parce que, bon, par exemple, les téléspectateurs peuvent se dire, oui, mais ils sont quand même sur un nuage, hein. Ils planent, écouter l'émotion, se connecter. Non, mais je vous parle sincèrement. C'est-à-dire que oui, c'est votre spécialité, vous aidez les gens de cette manière-là, mais le téléspectateur lambda peut se dire, oui, bah, quand on est énervé, on s'énerve, on s'emporte et puis c'est tout, ça s'arrête là. Se connecter avec son corps, c'est un discours un peu utopique, c'est pas possible. Il faut se laisser aller. Comment vous pouvez les convaincre de la véracité de tout ce que vous dites? Moi, je parle du cerveau rationnel et du cerveau émotionnel. Quand l'émotion est intense, le cerveau émotionnel prend le dessus. Ça, c'est scientifique. C'est scientifique. On ne réfléchit plus rationnellement. Quand on réfléchit rationnellement, en général, on arrive à gérer, on arrive à prendre des décisions qui sont basées sur de l'analyse, de la synthèse des faits, rationnellement. Et à ce moment-là, on ne se trompe généralement pas sur son... Mais justement, on pourrait se dire, quand on laisse passer l'émotion, quand on se connecte avec son corps, comme vous dites, quand on localise son émotion, c'est normal. Le temps même fait que on ne va pas réagir et donc on ne va pas amplifier, cultiver l'émotion négative. Younes veut réagir.
Émotionnellement. Émotionnellement, j'ai senti un moment. Non, ce que je souhaitais dire, et certains pourraient ne pas être d'accord, ce que je recommande personnellement, une émotion n'est pas là pour être gérée, encore moins pour être refoulée ou frustrée. Oui. Une émotion est là pour sortir. Oui, voilà, parce qu'on devrait en parler aussi. Parce que j'entends un peu entre les lignes qu'on parle que d'émotions dites négatives. Et c'est peut-être intéressant de passer une petite minute là-dessus. Il n'y a pas d'émotions négatives ou d'autres positives. Toutes les émotions sont complètement bénéfiques pour nous. Okay. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison pour leur présence et il faut qu'elles puissent s'exprimer. La tristesse n'est pas une émotion négative. La tristesse nous permet d'aller de l'avant. Il y a l'expression toucher le fond. Oui. Si on n'est pas complètement, on n'a pas touché le fond, on ne peut pas rebondir. La nostalgie nous reconnecte à notre enfance, à nos souvenirs. La joie est là pour être partagée. Toutes les émotions sont tout à fait sublimes et magnifiques, doivent être accueillies et exprimées. Donc, si je m'énerve, eh ben je m'énerve, c'est écologique. Personnellement, je ne suis pas là pour dire aux gens, lorsque vous êtes énervé, ne vous énervez pas. Okay. Ce qu'on est en train de dire, c'est cette émotion doit sortir. Il y a le fameux adage, ceux qui n'explosent pas implosent. Une émotion va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Si elle ne sort pas de mon système, elle va faire des dégâts à l'intérieur de mon système. Donc si je suis en colère, j'ai peur, je suis triste, je suis nostalgique, je suis déprimé, c'est des choses qui doivent absolument être exprimées. Ce à quoi j'invite nos téléspectateurs, c'est de réfléchir à la forme de son expression. D'accord. Un exemple concret, c'est la fin de l'année, je ne reçois pas l'augmentation à laquelle je m'attendais, par exemple. Je suis déçu, je suis frustré, je suis déçu, ça fait monter une colère en moi. D'accord ? Cette colère, là, en quelques secondes, je décide comment l'exprimer. Est-ce que je rentre chez mon patron et je lui casse la gueule, excusez-moi l'expression, ou est-ce que je me dis, je vais exprimer cette colère, mais je vais faire un email où je vais demander une entrevue pour qu'il s'explique, pour que je puisse également répondre de la cause qui a fait que je n'ai pas reçu l'augmentation que j'avais prévue. L'émotion est là. Et il faut l'exprimer. On réfléchit à la forme que cette expression va prendre. Vous êtes d'accord avec ça, Nadia, justement? Oui, je suis d'accord. Seulement, je peux juste rajouter le fait que c'est pas parce qu'on la laisse pas s'intensifier en rentrant et en se connectant avec soi qu'elle ne s'exprime pas. Elle peut s'exprimer même si on apprend à la laisser s'exprimer petit à petit et à la reconnaître avant qu'elle ne nous dépasse, c'est le but de la gestion des émotions. D'accord. Alors, juste je rappelle, Nadia, vous parlez aussi d'un point de vue de sophrologue, oui, parce que la sophrologie, enfin le niveau d'études en sophrologie que vous avez suivi vous permet de faire une transformation neurobiologique. Oui. C'est bien ça. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, ce que ça veut dire, en fait, c'est le domaine de la plasticité cérébrale. Parce qu'on pourrait, pardon, pourquoi je vous pose la question? Parce qu'on pourrait penser que la sophrologie, c'est le domaine de la relaxation, du bien-être, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est, voilà, on va parler de cette... C'est de la relaxation dynamique, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'endormir, on va arriver à être plus dans l'action, mais en étant relaxé. On revient à cette explication de transformation neurobiologique. Oui. Alors, la plasticité cérébrale, ce qu'il faut savoir, c'est que la plasticité cérébrale est notre don magique, si on sait l'utiliser. Ces 5 dernières années, il y a eu plusieurs prix Nobel qui ont été attribués à des neuroscientifiques qui ont fait des découvertes sur la plasticité cérébrale. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Si par exemple, je vous explique par exemple comment jouer au piano, je peux vous expliquer, Yasmine, pendant des heures, pendant des jours, comment jouer au piano. Mais si vous ne faites pas l'expérience, si vous ne vous entraînez pas jour après jour, vous ne pouvez pas jouer au piano. Donc en fait, c'est l'expérience. Pourquoi la sophrologie, elle transforme au niveau neurobiologique? C'est parce qu'avec l'entraînement, d'aller dans ses sensations, d'aller à l'écoute de son corps. On cultive certaines neurones, en fait. Exactement. Il y a des circuits neuronaux qui s'activent d'abord et puis ensuite se renforcent. Mais c'est l'entraînement qui fait que on va réussir à
à régler ses problèmes, que ce soit la gestion des émotions, que ce soit une attitude favorable à son quotidien, que ce soit renforcer ses capacités mentales. Mais justement, c'est comme ça que vous fonctionnez, par exemple, pour un changement de comportement, une personne qui va réagir constamment de la même manière face à une situation. Je vous donne un exemple. Une mère qui angoisse constamment quand ses enfants tombent malades. On sait que tous les enfants tombent malades, c'est normal. Cette mère en est consciente et convaincue, c'est-à-dire qu'elle sait qu'un enfant, pour faire son immunité, pour la cultiver, eh bien, il faut qu'il se confronte à des virus, à des bactéries qui tombent malades, qu'il ait de la fièvre, etc. Mais elle angoisse, elle en a une peur bleue chaque fois qu'il tombe malade. Donc elle est envahie par cette émotion qui est plus forte malgré la prise de conscience. Cette mère, comment elle peut changer de comportement? C'est un comportement qui s'est ancré en elle, peut-être qu'elle ne sait même pas pourquoi. Est-ce que vous remontez loin, dans son enfance peut-être, ou qu'est-ce qui se passe en elle et comment court-circuiter cette émotion et passer à autre chose? Bon, alors c'est un long travail. C'est un schéma répétitif. Vous me parlez d'un schéma répétitif. Elle s'angoisse à chaque fois que... Absolument. D'accord. Donc en fait, il faut, comme a dit Younes, chercher l'élément déclencheur. Mais moi, je ne travaille pas sur le contenu. D'accord. Moi, ce que je fais, c'est que j'invite la personne à aller découvrir son intérieur. Donc quand elle va aller à son intérieur, en général, le mental... Comment ça aller dans son intérieur? C'est-à-dire que quand je vais faire des exercices de respiration, des exercices de détection des sensations physiques, le mental s'arrête. Forcément, quand je respire, ou alors par exemple, je vais vous proposer d'avoir une pensée de gratitude. Il est impossible d'avoir une émotion de colère ou de peur ou une émotion négative si vous êtes en train d'être dans un état de gratitude. Mais ça, cette personne, elle peut le faire avec vous parce qu'elle est en séance. Mais ensuite, comment ça va s'ancrer en elle? Comment vous court-circuitez ce schéma répétitif et vous créez d'autres schémas neuronaux? C'est tout simplement avec l'entraînement. Plus on va s'entraîner et à aller, parce qu'il y a la paix intérieure. On n'est pas capable de le faire seul? Si, il faut qu'on soit accompagné d'un spécialiste, d'un sophrologue? Pas du tout. Le but, la sophrologie, c'est une thérapie brève, mais c'est surtout une manière d'être dans le monde. D'accord. Donc, plus on va s'entraîner, et moi je donne des exercices à faire quotidiennement, plus on va dévoiler ce qu'on appelle dévoilement de la conscience. Et en fait, par la respiration, on change le circuit de nos neurones? Par la respiration, on va aller à l'intérieur de soi. Parce que quand on respire, on fait taire forcément le mental. Et c'est ça le but, en fait. Donc, on est en conscience. D'accord. C'est un peu complexe. J'ai du mal à faire le lien, moi, personnellement, entre respiration et transformation neurobiologique. On va essayer d'expliquer ça à nouveau, on revient. Mais Younes, si vous permettez, est-ce qu'il y a par exemple des attitudes symptomatiques d'une mauvaise gestion des émotions? Une personne qui a une façon de faire, un fonctionnement qui montre qu'elle ne sait pas gérer ses émotions, qu'elle n'en est pas consciente. Absolument, absolument. Plusieurs signes peuvent exprimer une mauvaise gestion des émotions. C'est les comportements d'ailleurs. Quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un qui gère mal sa colère. D'accord? Quelqu'un qui s'isole, c'est quelqu'un qui gère mal sa tristesse. Voilà. Qui gère mal sa tristesse. Bien sûr, si c'est-à-dire quelqu'un qui est agressif, on peut comprendre que c'est la colère. Et donc, pour vous, les spécialistes... Ce sont des exemples que je donne. Oui, quelqu'un qui s'isole, c'est... Quelqu'un d'isolé, il y a forcément une émotion qui est là, et au lieu qu'il en parle, qu'il communique, qu'il la partage, parce que c'est important. Ça peut durer dans le temps, bien sûr. Ça peut durer dans le temps, bien sûr. Les schémas répétitifs, on a tous autour de nous quelqu'un qui, lorsqu'il est dans un état émotionnel particulier, il va s'isoler, il va dans le couple, ça arrive que le mari ou l'épouse ne nous parle plus. C'est leur manière de mal, entre guillemets, gérer une émotion. La meilleure manière de gérer les émotions restera toujours de les exprimer, d'une manière ou d'une autre. Et dans l'absolu, vaut mieux qu'une émotion explose plutôt qu'elle soit retenue, parce qu'elle va faire beaucoup de dégâts dans le couple, dans la famille, dans le milieu professionnel et sur la santé. La santé avec la somatisation, bien sûr. Absolument. Dans l'absolu, toujours exprimer une émotion. Maintenant, peut-être un ou deux petits rappels intéressants. Les émotions, on parle de 4 émotions de base. De quoi on parle? Il y a des dizaines de manières d'identifier les émotions, mais toutes partent de 4. Certains parlent de 6. C'est la peur, la tristesse, la colère,
la joie, et certains rajoutent la surprise et le dégoût. Paul Ekman notamment. De ces 6 émotions de base vont découler un énorme éventail de comportements. Ce qui est intéressant à voir, c'est que chacune de ces 4 émotions de base a une cause. La tristesse, par exemple, est souvent liée à une perte, à un abandon, un rejet. D'accord ? Vécu avant. Et liée, bravo, elle est liée au passé. Chaque émotion, on peut la temporaliser. La tristesse est liée au passé. J'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu ma maison, il y a une rupture dans une relation, tout ça va générer de la tristesse. Et la tristesse va appeler de la consolation et de la communication. La peur, c'est différent, elle est liée au futur. On a peur lorsqu'on est dans une situation d'incertitude, un changement dans le travail par exemple, un changement dans le couple. Ça c'est du concret par contre. Oui, c'est tout à fait concret. C'est-à-dire, c'est intéressant dans cette thématique de gestion des émotions de comprendre d'où elles viennent et quelle est la réaction appropriée. Okay. La peur vient d'une incertitude et donc la réaction appropriée, comme l'exemple de la maman qui s'inquiète pour son enfant, c'est d'être rassurée. On va plus chez le médecin pour qu'il nous rassure que c'est gérable, plus que pour avoir les antibiotiques et des médicaments. La colère, elle, la cause, c'est souvent un manque de respect. C'est quelque chose en moi qui n'a pas été respecté. Je mets en colère parce qu'il y a une valeur en moi que tu n'as pas respectée, un besoin que j'ai que tu n'as pas respecté. Ça s'est ancré en moi et donc toute personne qui va un peu titiller cette zone va faire revivre en moi cette émotion. Absolument. Je suis en colère parce que voilà, tu m'as mise dans une situation... Justement, on va marquer une pause dans un petit moment, mais par rapport à ça, est-ce que c'est pas compliqué de demander à une personne de gérer son émotion, d'apprendre à gérer son émotion, alors que ce qui fait vivre cette émotion est beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, et donc c'est là où un peu c'est compliqué. Évidemment qu'il n'y a pas de capsule ou de cachet magique pour gérer tout ça. Revenir à ses pensées. D'accord? C'est vraiment essentiel. Revenir à ses pensées, comment? On va essayer de voir ça avec vous. Gérer et non pas refouler, ça aussi c'est très important. Et c'est en deuxième partie d'émission. Sans oublier bien sûr le point sur la transplantation rénale avec le professeur Amal Bourkia. Restez avec nous. La suite dans un petit moment. À tout de suite. Vous êtes toujours avec nous sur Médiane TV pour la deuxième partie de notre émission. Aujourd'hui, on se dit tout spécial, transplantation rénale dans un instant. Mais tout de suite, on continue avec ces thématiques sur la gestion des émotions. Gérer ses émotions et non pas les refouler. C'est ce que disent nos experts. Nadia El Boussadrini, merci encore une fois d'être avec nous. Vous êtes sophrologue. Et Younes Lahiaoui, directeur de Nefs Magazine, consultant en développement personnel. On revient sur ce point qui est important de la gestion des émotions. On disait qu'une émotion est un petit peu... articulée, elle vit grâce ou à cause d'un vécu sur lequel on n'a pas forcément la main. Voilà, c'est des choses en nous qui ont été soit bafouées, gratinées, soit stimulées. Pour parler de l'émotion positive, Younes en parlait tout à l'heure, c'est important. Et donc, on a des réactions en nous, ce sont ces fameuses émotions. Quand on demande à une personne d'apprendre à gérer ses émotions, est-ce qu'elle a forcément les outils pour de faire ce retour en arrière, comprendre pourquoi, qu'est-ce qui déclenche l'émotion? Non, Younes, vous dites non, c'est pas possible. Non, je dis non. Oui. Non. Je dis oui. Est-ce qu'elle a les outils en elle? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut à chaque fois revenir en arrière? Non. Non. C'est à ça que je disais non. D'accord. Sur le coup, une émotion, elle est là, il faut l'accueillir et pouvoir et lui permettre de s'exprimer. Encore une fois, on ne refoule pas une émotion, ce serait vraiment catastrophique. Moi, je dis personnellement qu'on gère même pas les émotions, on gère... La pensée. On gère les pensées qui les génèrent. Et on gère la forme qui exprime ces émotions-là. Mais si je sens vraiment que la colère monte, c'est écologique pour moi de pouvoir l'exprimer, n'en déplaise. Ça vous arrive tous les deux, justement, grands spécialistes de la question, ça vous arrive d'avoir vraiment une grosse colère, de crier, de taper sur la table? Ben heureusement, oui. Heureusement, c'est pour ça qu'on voit un peu moins fréquemment chez le médecin. Parce que ces émotions sortent. Je veux dire, un coach ou un psychologue, un sophrologue ne sont pas moins humains que les êtres humains. Voilà, les émotions. La joie est une belle émotion, ça se partage, ça se célèbre, on oublie. Parce qu'on est dans une société qui banalise les émotions dites positives et exactement. Qui diabolise les émotions dites négatives. Toutes les émotions sont belles, il n'y a pas de positive négative. Et bien sûr qu'il faut accueillir toutes les émotions. Vous savez, une personne qui a fait un travail sur elle n'est pas une personne qui ne ressent plus rien. Au contraire, en faisant le travail sur soi tel qu'on le fait avec nos clients et nos groupes, cet accompagnement,
rend encore plus perceptibles les émotions en général. On est plus sensible, plus à l'écoute de notre corps, plus à l'écoute de nos émotions. C'est un petit peu l'image erronée qu'on a de votre monde, c'est que ça devient un monde aseptisé en matière d'émotions. Tout à l'heure, quand Nadia disait en début d'émission, on prend du recul, on s'assoit, on accueille l'émotion, et que je lui posais la question, je lui disais, écoutez, les téléspectateurs peuvent être un petit peu chamboulés par ça, c'est parce que justement, on se dit, un humain vit des émotions, peut se mettre en colère, peut perdre le contrôle, c'est humain. Alors quand on a réglé quand on a réglé beaucoup de problèmes en soi, en général, on arrive à maîtriser, à être maître de ses émotions. Moi, par exemple, la colère m'arrive très rarement. C'est quelque chose que j'arrive à détecter très facilement et j'arrive à gérer. Justement, pour des personnes qui nous regardent, oui. On va prendre l'exemple de la timidité aussi. Une personne timide, on parle beaucoup de problèmes de prise de parole en public, on en avait d'ailleurs parlé, Younes. Comment une personne qui sent cette timidité l'envahir quand elle doit s'adresser à des inconnus, quand elle doit faire une présentation professionnelle, comment cette personne peut accueillir cette émotion et comment elle fait pour la gérer ? Alors, les mots sont importants ici. La timidité, pour moi, n'est pas une émotion. L'émotion qu'il va y avoir, elle cache une émotion. D'accord ? L'émotion qu'il y a derrière, c'est peut-être la peur du ridicule, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de s'exprimer, que les autres rigolent, la peur de dire des bêtises, par exemple. Donc derrière cette timidité-là, c'est pas quelqu'un de timide, voilà, on va l'identifier à cette réaction de timidité, mais ce n'est pas l'émotion. Il faut, pour gérer cette problématique-là, c'est pas la timidité en soi, mais plus qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est timide ou isolé. Et on est tous différents, d'accord ? Il n'y a pas des choses rapides à mettre en place, des mécanismes pour les gens qui nous regardent face à une émotion, justement, face à une émotion qui se répète, colère. Timidité, c'est pas une émotion ? Pour moi, c'est une réaction, c'est un comportement. C'est quoi l'émotion, justement ? La peur, comme j'ai dit peut-être, la peur. Alors peur, agressivité, bon ça aussi c'est une réaction, c'est-à-dire que même la colère, voilà. Manque de confiance en soi, je peux être timide parce que je n'ai pas confiance en ce que je vais dire. Manque de préparation peut-être. Enfin, il y a plusieurs. On donne des exemples, mais il n'y a pas vraiment un scénario type. Ce qui est intéressant, c'est d'aller identifier l'émotion précisément. Déjà, quand on met un mot à une réaction, à une émotion, c'est extrêmement précieux. Je vous assure que vous faites un énorme pas en avant lorsque tu sais que se sentir mal, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que Nadia, en début d'émission, disait certaines personnes ne savent pas mettre de mots sur ce ressenti, justement. Et donc, tout le travail qu'on fait avec toi et qu'on fait avec les gens qu'on accompagne, c'est d'abord de mettre des mots, parfois des couleurs, parfois des formes, à ce ressenti-là. Est-ce qu'on peut, parce que je sais que c'est ton souci et tu as bien raison, qu'est-ce que je peux injecter dans ma vie quotidienne, dans des situations qui se présentent 10 fois par jour. Voilà, pour les téléspectateurs, justement, l'intérêt, c'est ça. Avoir cette réaction, c'est formidable d'avoir comme réflexe, à partir de maintenant, de se poser une ou deux questions précises. Pourquoi ça me touche ? Là, je sens la colère monter, je ne suis pas une machine, je peux l'exprimer, mais je la sens monter. Nadia le disait tout à l'heure, c'est progressif, ça peut aller très vite, mais c'est quand même progressif. Tout à fait. Pourquoi ça me touche ? Pourquoi ce commentaire de ma femme génère tout le temps la même réaction chez moi ? Pourquoi je ne supporte pas les commentaires de mon patron ou de mes collègues, par exemple ? Pourquoi mon fils, lorsqu'il ne m'écoute pas, ou ma fille, il y a une colère en moi ? Qu'est-ce que ça touche en moi ? On peut me dire parfois c'est démesuré comme réaction. Alors ça, c'est une interprétation de l'autre. D'accord ? Oui. Moi, j'exprime ma colère telle qu'elle s'exprime et elle est écologique pour moi. Pour l'autre, elle est peut-être démesurée, parfois injustifiée. Mais moi, mon subconscient, il sait elle a touché quelque chose. C'est peut-être à l'âge adulte, on me dit quelque chose qu'on me disait il y a longtemps, et paf, et puis je réagis de la même manière. Très intéressant pour conclure, pour ma part, en disant la chose suivante. Non, sur ce point-là. Nous ne sommes pas nos émotions. J'insiste beaucoup là-dessus. On s'identifie nous-mêmes et les gens nous identifient à nos émotions. Je ne suis pas colérique, je ne suis pas anxieux, je ne suis pas une personne stressée. Mais on va dire si tu l'es, parce que tu te comportes tout le temps de la même manière. Donc Alors, même tout le temps, c'est important comme mot. Je me comporte fréquemment, mais ponctuellement, de la même manière.
Je ne suis pas mes émotions puisque c'est moi qui les ressens. D'accord? Il y a un détachement. Il y a l'émotion et il y a moi qui ressens cette émotion. Donc philosophiquement, je ne suis pas mon émotion. Mais l'entourage va dire, ben non, tu nous la transmets. Oui. Quand tu te sens mal, quand tu t'énerves, tu cries et ça déteint sur tout le monde. Est-ce qu'elle a des conséquences? Oui. Oui. On a parlé, le schéma ne s'arrête pas à l'émotion, il continue jusqu'au comportement. Ensuite, une fois exprimé, ça appartient également à l'autre, à notre entourage, de gérer cette émotion-là, de l'interpréter à sa manière et de réagir par rapport à ça. J'ai le droit d'exprimer ma colère, l'autre a le droit de ne pas l'accepter ou de ne pas accepter la manière avec laquelle je l'exprime. Et ça, c'est tout un sujet aussi. C'est tout un sujet. à Souvent part. dans le couple, Voilà. c'est une véritable problématique. Souvent, observez les disputes de couple. Vous allez voir qu'il s'agit moins de contenu et plus de forme. C'est souvent « pourquoi tu me parles comme ça ?» et moins « pourquoi tu me dis ça ?» D'accord? À un moment, ça démarre sur le contenu et très vite, on bascule sur la forme. Ouais. Donc, exprimer une émotion, une déception, une tristesse, oui. Gérer cette émotion, c'est au fait gérer la pensée qui la génère, je répète, et la conséquence. Et la forme avec laquelle je décide d'exprimer quelque chose à mon entourage. Alors justement, Nadia, Younes a beaucoup insisté sur ce point, gérer, non pas refouler. Quand vous dites on accueille une émotion, on travaille sur cette émotion, est-ce qu'on ne la refoule plus? Non, on ne la refoule pas. Du moment qu'on l'accueille, du moment qu'on est dans l'accueil, on ne la refoule pas puisqu'on lui donne sa place en fait. On l'écoute. Elle est là pour, elle nous indique un changement. Alors l'humain de base. Un besoin de mouvement. Alors la colère, pour parler de la colère par exemple, parce que c'est celle qui revient très souvent. La colère, elle est là pour m'indiquer que j'ai besoin de changer quelque chose dans ma vie. Une facette de ma vie, ça peut être professionnel, ça peut être de l'ordre personnel. C'est ça qu'il faut que j'identifie. C'est pour ça que la colère est là. Comme dit Younes, la colère n'est pas une émotion négative, contrairement à ce qu'on croit. L'émotion, quand elle est éphémère et quand je l'écoute et quand j'identifie ce qu'elle indique comme besoin profond derrière, elle est bénéfique. Donc il ne faut pas la voir d'un œil, voilà, je me mets en colère. C'est une sonnette d'alarme. C'est une sonnette, c'est comme c'est un voyant lumineux qui s'allume et qui me dit attention, voilà, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que. Donc ce que je peux faire, c'est prendre cette colère, essayer d'identifier le changement que je dois faire dans ma vie, et à ce moment-là, prendre ça comme un moyen pour évoluer. C'est un moyen pour évoluer. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Et arrêter de penser, peut-être, je me trompe, hein, peut-être, mais souvent on pense que l'émotion est déclenchée par l'autre. Et peut-être justement s'arrêter avec soi et se dire, à mon niveau à moi, qu'est-ce que je peux changer sans attendre que l'autre change? L'autre est miroir, est mon miroir. Ce que va dire l'autre ou ce que va faire l'autre, si ça me percute, c'est qu'il y a des choses en moi que je dois régler. Vous voyez ce que je veux dire, absolument. Yasmine? Donc, si ça se répète, c'est que vraiment, il y a quelque chose que je dois chercher en moi, que je dois régler en moi, pour ne plus réagir de cette façon on va dire par la colère. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces messages. Nadia El Boussadrini, sophrologue, Younes El Hiaoui, directeur de Nafs Magazine, consultant en développement personnel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'avoir apporté ces éléments de réponse. Petit à petit, on glisse nos petits messages aux téléspectateurs, justement en espérant qu'ils se sentent beaucoup plus épanouis. C'est le but de cette émission. Moi, je reste avec vous. On enchaîne sur l'interview santé dans une fraction de seconde. À tout de suite. Et on enchaîne donc tout de suite avec la transplantation rénale. Quelle nouveauté en 2017? On en parle tout de suite avec vous, professeur Amal Bourkia. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'On se dit tout. C'est un plaisir de vous recevoir, Lalla. Merci, le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation et pour l'intérêt au sujet. Eh bien, c'est un minimum, surtout avec tout ce que vous faites, justement. Professeur Amal Bourkia, vous êtes néphrologue et experte en éthique. Première question, en 2017, où en est-on avec la transplantation rénale au Maroc? Quelle nouveauté?
Oui, malheureusement, même si on parle de quelques efforts et quelques progrès qui ont été faits au niveau de la transplantation d'organes en général et rénales en particulier, très peu de choses ont été faites. On est à moins de 500 greffes depuis le début des greffes d'organes, et notamment on a commencé par la greffe de rein en 1986. Tout reste à faire, c'est-à-dire par exemple, il y a une liste d'attente incroyable. Je parle surtout de la maladie rénale parce que nous avons un peu la chance par rapport aux autres insuffisances d'organes, dans la mesure où on peut maintenir les gens en substitution, en hémodialyse, en dialyse péritonéale, très peu de gens en dialyse péritonéale, mais on est arrivé à plus de 18 000 personnes réparties à travers le royaume dans les centres de dialyse qui sont en attente. Et imaginez la proportionnalité entre moins de 500 greffes et plus de 18 000 personnes en hémodialyse. Pour les autres organes aussi, l'insuffisance reste énorme. On n'a aucune idée sur le nombre et les statistiques des personnes qui décèdent, par exemple, d'une insuffisance cardiaque ou d'une insuffisance hépatique sans pouvoir être un jour greffé. Et ça devient très lourd à supporter, en particulier de la part du professionnel de la santé directement confronté à ces patients et pour lesquels on ne trouve pas toujours des solutions. Il y a des enfants, des adultes, des femmes, des hommes qui meurent tous les jours, qui partent et sans qu'on puisse les aider. Mais pour vous, en tant que professionnel justement de la santé, spécialiste du domaine, ça bloque à quel niveau? Le pays est en train de faciliter et de bien cadrer le don d'organes. Alors, où est-ce que ça bloque? C'est au niveau des donneurs? C'est au niveau des habitudes? Merci pour la question parce que c'est le fond du problème. Dans la mesure où le don et la greffe d'organes, c'était pas un sujet médical 100%. Parce que si c'était médical, on l'aurait réglé. Il y a longtemps, on aurait amené des appareils, des médicaments, etc. C'est un sujet politique, médical, humanitaire, religieux, au niveau de la loi, législatif. C'est un ensemble. Et ce qui domine maintenant sur lequel on travaille le plus, c'est de l'introduire dans la vie quotidienne des individus, c'est-à-dire en faire un sujet de débat national, alors qu'il n'est pas encore. Les gens qui ont une petite idée sur le sujet, c'est les gens qui sont directement confrontés parce qu'ils ont un besoin dans la famille, parents, amis, etc. Par contre, le reste de la population, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Mais alors justement, est-ce qu'on peut donner l'information? Par exemple, aujourd'hui, la loi s'est alignée aux besoins médicaux. Que prévoit la loi en matière de don d'organes? Alors, la loi marocaine, elle a toujours été un petit peu inspirée de la loi française. Donc, la loi marocaine stipule qu'on peut être tous donneurs, mais il faut que la personne donne son accord. Bien et sûr. La loi est connue actuellement et donc il y a toute la sécurité possible. Il y a les gens qui passent, que ce soit pour le donneur vivant, devant le tribunal. Est-ce qu'on peut expliquer ça justement aux téléspectateurs? Donc aujourd'hui, une personne en bonne santé, toujours en vie, peut faire don de ses organes après la mort. Par une procédure légale très claire. Simple. Comment la procédure est très simple. Il faut se présenter au tribunal de première instance, au tribunal civil de la ville où la personne réside. Et il faut remplir un petit bout de papier. C'est une demande au président où on peut spécifier si on peut donner ses organes uniquement dans un but thérapeutique, c'est-à-dire pour être prélevé donné chez quelqu'un pour vivre, pour être soigné, ou bien aussi dans un but de recherche médicale ou scientifique. La deuxième possibilité aussi, c'est qu'on peut choisir les organes qu'on peut donner. Et vous présentez votre carte d'identité et signez le registre. Le registre de don d'organes existe au niveau de ce tribunal. Il est sous la responsabilité du président du tribunal de première instance. Et on peut toujours revenir sur ce don. Pour l'instant... On peut toujours revenir sur ce don. Absolument. Et la famille peut faire opposition? Alors la famille, normalement et légalement, n'a pas le droit. Mais vous savez que nous, on respecte, aucune équipe, et même à travers le monde, ne se pose à la volonté de la famille. Maintenant, ce qui est très important, c'est qu'il faut que les gens en parlent à leur famille pour faire savoir sa volonté. Comme ça, les familles seront obligées un petit peu, même par... Alors, juste une question. Si, par exemple, la personne fait don de façon vraiment structurée et légale à travers ce fameux registre, donc au tribunal. Est-ce qu'après sa mort, sa famille peut faire opposition? Oui, la famille fait opposition et l'équipe médicale refuse ce don uniquement pour ne pas s'opposer, créer des problèmes. Parce que parfois aussi, il faut savoir que, surtout chez nous, la famille du mari, la famille de la femme peuvent avoir des avis différents, etc. Donc même ce registre ne protège pas à 100% Si, bien sûr, parce qu'il faut que la personne discute et fait savoir
savoir sa volonté d'être donneur. Ça, c'est très important. Le deuxième point, et sur lequel, par exemple, beaucoup de pays sont revenus, c'est celui ce qu'on a aussi demandé cette année à l'occasion de la Journée mondiale du race, c'est qu'on soit tous donneurs. C'est-à-dire donneurs par défaut. Implicite, c'est-à-dire que nous sommes tous donneurs. Celui qui ne veut pas, c'est celui qui va s'inscrire. Pourquoi? Parce que vous avez posé la question sur pourquoi ça bloque. On a mis moins de 1000 personnes inscrites au niveau du registre. C'est très peu à travers le Maroc, dont la moitié sont à Casablanca. Pourquoi à Casablanca? 2010, 2011, etc. On avait une personne inscrite en 2010. Et ce n'est qu'en 2015-2016 où l'association a encouragé... L'association RHIN. Bien sûr. On a fait des signatures groupées, c'est-à-dire on encourageait les gens. Déjà, le fait d'aller au tribunal, ça n'encourage pas les gens. La procédure aussi n'est pas simple. Est-ce qu'on va justement vers cette procédure de donneur par défaut? C'est ce qu'on propose. Et si on ne fait pas de changement de loi, on attend le gouvernement pour discuter, pour faire des propositions, pour en parler au Parlement, etc. Parce que c'est la seule solution pour le développement des dons d'organes. Pourquoi? Parce que l'association... Pas uniquement du don de rein, du don d'organes de façon générale. Non, de façon générale. Bon, le don d'organes, on peut aussi avoir le donneur vivant qu'il faudrait aussi qu'on encourage parce que le donneur vivant est beaucoup plus simple sur le plan logistique et on n'en a pas beaucoup. C'est vraiment ridicule. Il faut qu'on ait au moins greffé la moitié de ces 18 000, 19 000 personnes qui sont en dialyse. On devait les avoir greffées. Alors malheureusement, ça se fait pas. Aujourd'hui, donner de son vivant, c'est pas possible? Pour le rein, alors, si, bien sûr, mais il est aux parents. C'est-à-dire la famille, c'est décrit. C'est-à-dire il faut avoir le père, la mère, les enfants, les descendants, les tantes, les oncles et leurs enfants, c'est-à-dire les cousins germains directs. En dehors de ça, ce qu'on appelle le donneur non apparenté n'est pas légal au Maroc. C'est pour essayer un peu de faire opposition au possible commerce d'organes. Donc il faut avoir ce donneur apparenté. Pourquoi ça bloque même à ce niveau-là? Parce que ça pourrait diminuer ce chiffre de 18 000 personnes. À ce moment-là, ça nous ramène aux autres problèmes. C'est-à-dire la greffe, on a parlé d'un petit problème qui est un peu la perception de la population, etc., comment l'encourager à faire don, mais il y a tous les autres problèmes qui sont toujours là. Par exemple, le problème financier, le problème de prise en charge, que ce soit, par exemple, on a un gros problème de prise en charge du donneur. Le donneur vivant n'a pas de prise en charge parce que la mutuelle de receveur ne le prend pas en charge, c'est pas son adhérent, et lui, sa mutuelle ne le prend pas en charge parce que c'est pas un malade. Donc il y a des choses à faire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait qu'on corrige pour encourager. Ça coûte cher, justement? Ça coûte cher de donner son rein pour sauver la vie de son proche? Ça coûte cher, c'est les explorations. Les examens, tout ce qu'il faut faire avant, parce que le donneur est une personne à protéger, parce que c'est pas un malade, c'est quelqu'un qui, vraiment, on doit lui faire courir aucun risque. Donc il y a toute une batterie d'examens, etc., qu'il faudrait faire, et pour la majorité, ça coûte cher. Donc ça, il y a un petit mot juste sur la prise en charge, mais il y a tout le reste aussi, le travail de la personne qui doit s'absenter, s'il a une complication, alors que c'est un donneur, la société et l'ensemble des personnels qui travaillent dans ce domaine doivent valoriser, encourager et surtout soutenir cette personne qui est donneur. Vraiment, donner d'un organe, c'est quelque chose c'est le plus noble acte qu'on peut avoir. Et c'est pour cela qu'on encourage les gens. Donner après la mort, c'est vraiment rien du tout. Mais beaucoup de gens, au cours de tout le parcours qu'a fait RHIN depuis sa création pour l'encouragement des dons d'organes, on trouve que les gens, il y a de la volonté, mais il y a une difficulté aussi. C'est pour cela que les gens ne sont pas contre. Il y a un manque d'information. On n'en parle pas beaucoup. C'est pas un sujet de société. Personne ne se réveille le matin et parle avec sa famille. Moi, je vais aller au tribunal, je vais signer après ma mort. Et puis, dès qu'on parle de la mort, les gens interviennent aussi dans les décisions de l'autre. Ah non, Menbad, après une vie, longue vie, etc. Et déjà, on n'a pas un bon contact et une bonne perception avec la mort. Et le vécu après est très spécial chez nous aussi, ce qui complique ce don. Du coup, si on fait... Tout le monde est donneur. Celui qui ne veut pas, il a le droit, parce qu'on est il y a une démocratie, c'est un acte de don, c'est pas une obligation. Il va, il s'inscrit. Il y a toujours, et ce registre de refus existe même maintenant. Refus que jamais je ne ferai don de mes organes. Donc il y a plusieurs choses. Il y a aussi la confiance dans les structures hospitalières. Il y a aussi l'accueil de ces personnes qui viennent, par exemple, parce que le donneur après la mort, c'est généralement un état donc de coma, un état de
de mort encéphalique. Et si la famille n'a pas été, ne juge pas que la personne a été bien prise en charge, que la relation au niveau des urgences ne s'est pas bien faite, etc., ils ne feront jamais Et la famille, est-ce qu'elle peut décider d'elle-même, après le décès d'un membre, de faire don de ses organes? Oui, s'il n'a pas fait, c'est-à-dire opposition, oui. Oui. Par exemple, la personne ne s'est jamais présentée au registre, n'a pas fait don légalement de ses organes. Est-ce que la famille, suite par exemple à cette émission, à une sensibilisation, se dit je vais faire don d'organes de mon proche? Est-ce que c'est possible? On considère comme s'il il transmet la volonté du défunt. Si par exemple le défunt voulait faire ça, il avait une certaine générosité, il peut s'exprimer au nom du défunt, comme il fait opposition. Ce n'est pas illégal. Non, pour l'instant, non. Parce que c'est ce qui s'est passé, surtout quand vous avez des décédés mineurs, par exemple. Donc les parents peuvent décider pour... c'est comme ça que ça fonctionne au jour d'aujourd'hui? Parce que la problématique actuellement, au niveau, vous avez une question très pertinente, c'est la famille. C'est qui la famille qui décide? C'est ça le problème. Pourquoi si on est tous donneurs, à ce moment-là, il n'y a que les gens donc très proches qui peuvent dire je m'oppose, etc. Mais pour donner, il y a des tergiversations et des discussions. Donc la France a commencé le 1er janvier, sachant que la France, 50 à 60% des interventions chirurgicales qui se font sont des greffes d'organes. Et il a jugé comme quoi il y a peu de donneurs parce qu'il y a des listes d'attente vu le développement médical énorme des greffes d'organes, la technique, vraiment maintenant avec le robot, avec Mais là, on est en train de... en fait, on voulait parler uniquement de la transplantation rénale, sauf que c'est un sujet beaucoup plus vaste. Le don d'organes, ça touche d'autres organes. On donne quoi au Maroc? On donne le rein, on donne... du vivant. Oui. Du vivant que le rein une partie du foie, mais ça se fait pas, c'est-à-dire le donneur vivant, partie du foie très très compliqué, c'est essentiellement le rein. On est à peu près à 100 donneurs vivants, par exemple, sur Casablanca. C'est une dernière statistique, donc en 2016, 100 donneurs d'organes, de reins, si vous voulez dire reins. Après la mort, c'est aussi le rein qu'on donne le plus. D'accord. Un mot de la fin, professeur? Oui, parce que notre combat était très long, très rude, et on trouve que le résultat n'est pas énorme. Et du coup, je propose à ce qu'il y ait un débat, qu'on soit tous vraiment pour ce développement, parce qu'on peut tous en avoir besoin un jour ou l'autre. On ne sait pas qu'est-ce que nous cache l'avenir. Et donner après sa mort pour sauver des vies, c'est le plus cadeau qu'on peut faire à l'humanité, à l'être humain. Merci beaucoup, professeur Amal Bourkia. Vous êtes néphrologue et experte en éthique. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce point qui reste quand même douloureux et sensible, mais nécessaire. Merci à vous pour votre confiance à l'émission et à bientôt, j'espère. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Au plaisir de vous retrouver très très vite, bien sûr, sur Médien TV et sur les ondes de Médien. Un grand merci à toute l'équipe, à Rabat, à Tanger. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt.